L'été n'est pas encore fini, que il faudrait quand même pas que la pression retombe trop, hein. Alors les JO, eux, a priori sont terminés. Il me semble qu'il y a encore les Jeux paralympiques, mais bon, on a fait la cérémonie de clôture qui était dans la même veine que la cérémonie d'ouverture. Là, au moins pour le coup, on peut dire qu'il y a une cohérence, hein, une cohérence de fond et une cohérence stylistique aussi également. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là, ça va dans la même direction, c'est clair. Alors, en Angleterre, on a vu des trucs qui sont un petit peu extraordinaires. Quand même, je rappelle que les pouvoirs, le pouvoir en place a menacé des citoyens américains d'extradition. Ouh. Alors, il y a des mecs qui se sont pris 20 mois de prison, 30 mois de prison pour un retweet. Euh, des citoyens anglais, hein, voilà, ils y croyaient pas, mais bon, là, pour le coup, voilà, ils ont vu le mec avec sa choucroute sur la tête qui leur a dit, enfin, le juge qui a pris l'air le plus grave possible, hein, pour vraiment que James en face prenne conscience que ce qu'il a fait, c'est très très mal. Voilà, il a retweeté un truc qui n'allait pas dans le sens du courant officiel, donc ça n'allait pas. Mais alors là, on dit non, les citoyens américains qui, effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique, prennent fait échos pour leurs frères anglais, hein, qui sont quand même dans la galère, les mecs qui retweetent des informations, bah là, il faudrait qu'ils soient extradés pour être jugés en Angleterre. Donc c'est quand même assez drôle. Il faudrait quand même rappeler à ces mecs-là qu'il y a 200 ou 300 ans, il y a quand même eu une révolution aux US, hein. Et normalement, ils font plus partie de la couronne anglaise. Voilà, parce qu'il y a eu un désaccord à un moment donné. Et puis, il y a eu l'établissement, l'instauration d'une constitution sur un nouveau territoire, un État qui s'est créé, qu'on appelle les États-Unis. Et les mecs, ils ont mis en place une constitution en mettant certains garde-fous, parce qu'ils ont quand même compris que, de façon cyclique, dans le temps, hein, tout pouvoir qui est mis en place, eh bien, tend à aller vers le totalitarisme et à être un petit peu privatisé par un ensemble de gugus qui, évidemment, ne veulent pas, quel que soit le nom du système politique. On est bien d'accord, hein. Le système républicain est un des systèmes qui est le plus corruptible. On a bien compris comment ça fonctionnait, il suffit de payer. Et en général, comme les hommes politiques sont quand même mus par on va dire, un amour féroce de leur propre situation, eh bien c'est quand même, bon, on va appeler ça du lobbying, c'est quand même plus facile de les amener dans la direction qu'on veut. Voilà. Donc aux US, il y a quand même un truc qu'on appelle la liberté d'expression. Les Américains sont très attachés à ça. Puis en plus, ils ont dans leur constitution un autre amendement qui leur garantit de se donner les moyens de le faire respecter, hein. Ça veut dire que les citoyens américains, normalement, ont le droit de posséder des armes. Donc ça fait un réel contre-pouvoir, là, pour le coup. Donc non, je pense pas que des citoyens américains puissent être extradés parce qu'ils aient manifesté leur soutien en retweetant une information sur les réseaux. C'est quand même assez drôle. Ça montre un petit peu quand même cette angoisse, on va dire, des pouvoirs en place qui effectivement ont du mal à tenir le narratif, qui ont du mal à justifier leurs actions, donc ils essayent de juguler, hein, la liberté d'expression, tout simplement. Mais bon, derrière, ils concocteront une bonne guerre parce que ça occupera tout le monde. C'est toujours comme ça que ça s'est produit. Donc on comprend aussi mieux pourquoi, effectivement, certains événements se produisent, hein, à notre époque, parce que ça permet de détourner le regard sur un certain nombre de choses, dont le système financier qui bat de l'aile, dont effectivement les pouvoirs en place qui perdent totalement leur légitimité, puisque comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, le fait effectivement de rompre un contrat parce que le citoyen, les citoyens organisés étant les véritables souverains ne sont plus écoutés, de fait le contrat social est un petit peu rompu. Donc voilà, donc on a quand même des trucs qui se passent qui sont assez intéressants, et puis là on a la variole du singe. Ah, voilà. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'à un moment donné, c'est quand même assez fatigant. Mais bon, les JO sont finis, là il y a la variole du singe. Attention, c'est le nouveau truc, la nouvelle saison de la pandémie mondiale, hein, qui fera effectivement des milliards de morts. Donc, pour l'instant, on en est là. Après, on aura la diarrhée du cheval, on aura, je sais pas moi, le staphylocoque du cochon, et puis peut-être la céphalée de la coccinelle. Mais voilà, pour l'instant, on en est à la variole du singe. Voilà. Donc, je vais pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est fatigant. Moi, ce que j'ai juste envie de développer aujourd'hui, c'est un concept que j'ai évoqué dans mon livre Sanshin, hein, qui est un livre de développement personnel. Donc je vais balayer de façon très large
un ensemble de sujets qui, normalement, devraient, s'ils sont pris au sérieux par celui qui lit et qui essaye de mettre en pratique, apporter quand même une certaine assise physique, en termes de santé physique et spirituelle, et mentale, à la personne qui veut naviguer dans ce bordel. Hein. Je sais plus quand il a été édité, ce livre, peut-être 2015-2016, enfin bref, je parlais déjà des travaux de Milgram dedans. Ah oui, j'étais un petit peu en avance quand même, parce qu'on a tous redécouvert après les travaux de Milgram, après ce qui s'est passé avec le Coco Circus, mais bon, dans Sanshin, ils étaient déjà évoqués, avec cette idée effectivement que la conformité du troupeau crée de graves problèmes pour la société, et que bon, finalement, on n'a que 20% de gens qui sont équipés d'un point de vue mental, en termes de solidité, pour déjouer les manipulations et s'affirmer, en dehors du cadre du groupe. Donc voilà, je parlais de ça entre autres dans cet ouvrage, et je parlais d'un concept qui me semble très important, qui dépasse le cadre de l'environnement actuel, mais qui devient de plus en plus prégnant quand même, c'est la virtualisation. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Ce que je vais développer dans cette vidéo a pour base des travaux à la fois scientifiques et puis on va dire des conceptions et des concepts plus spirituels. Donc voilà, il faut... Après, on est sur du subtil. Si les gens qui sont hyper matérialistes vont avoir un petit peu de mal à se repérer là-dedans, voilà. Maintenant, je suis désolé, c'est comme ça, on ne peut pas tout appréhender par la science officielle, et la science même évolue elle-même. Notamment avec les travaux qui sont effectués depuis quelques années dans le domaine de la physique quantique, par exemple, qui rejoignent des conceptions traditionnelles que l'on a dans les arts martiaux d'Extrême-Orient, par exemple, et dans les philosophies bouddhistes, taoïstes et hindouistes. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, la virtualisation. La virtualisation, je pars d'un outil que l'on utilise dans le monde du sport, de la préparation mentale et de la préparation physique, qui est la visualisation. Voilà. Alors la visualisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement se faire un film mental. Vous prenez un compétiteur, il a une échéance à préparer. Classiquement, on donne cet exemple du pilote de course, de Formule 1, et donc il doit concourir, et pour se préparer, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, bien évidemment, et dans le cadre de la préparation mentale, eh bien, il y a ce travail de visualisation. Alors, quel est-il ? C'est un travail qui permet, en fait, de faire déjà dans sa tête la course qui aura lieu ultérieurement. Voilà, donc le pilote est, on va dire, en état de relaxation, et puis il va passer mentalement toutes les étapes du circuit, comme s'il y était finalement, pour anticiper les erreurs possibles, pour anticiper les mouvements adverses, pour anticiper lui-même ce qu'il va devoir mettre en place pour réussir du mieux possible sa course. L'idée, c'est de mettre en place un film qui corresponde au meilleur des scénarios possibles, tant qu'à faire. Alors, le cerveau étant ce qu'il est, des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'on sent qu'on a du mal à maîtriser le truc, en fait. Parce que quand dit comme ça paraît facile. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça, en fait. Essayez de visualiser de votre côté un événement en mettant en place un scénario qui vous favorise à 100%, vous verrez que des fois, c'est pas si simple que ça. Le premier écueil, c'est qu'on a tendance des fois à aller un petit peu dans le mur, et puis des fois, on a du mal à visualiser correctement le truc. Alors, on va reprendre... je vais essayer de reprendre le truc depuis le début. En fait... si on s'en tient aux lois spirituelles, on va dire que l'univers dans lequel on évolue est essentiellement mental. Voilà, ça c'est des traditions, on va dire ésotériques, qui nous l'apprennent, mais quand on regarde finalement la façon dont on a d'interagir avec le monde dans lequel on est, eh bien on interagit par des impulsions électriques à travers nos sens. Voilà. Si on vous coupe la vue, l'odorat, le toucher, le sens kinesthésique, vous n'avez plus conscience finalement de l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous êtes coupé du monde, tel que l'on le conçoit. Donc en fait, tout se passe dans le cerveau finalement. Tout ça est mental. On sait très bien, par les travaux qui ont été effectués, que l'œil est une très mauvaise caméra. On a l'impression qu'on a une caméra qui filme en 8K avec des couleurs parfaites, etc. Ce qui est totalement faux en fait. C'est-à-dire que l'œil est un capteur
et vous allez à l'intérieur de votre cerveau reformater, reformuler l'image de la meilleure façon qui soit. Et cette meilleure façon, c'est quoi? C'est tout simplement l'éducation que vous avez reçue. On vous a dit que ça c'était carré, ça c'était rond, ça c'était telle couleur, telle nuance de bleu, etc., etc. Et ensuite, par votre expérience et le monde intérieur que vous vous créez vous-même. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui ont de la merde dans le cerveau et qui vivent une vie de merde. Hein. Voilà, c'est pas toujours, évidemment, il n'y a pas une corrélation parfaite, attention, hein, mais ça peut jouer. Pourquoi? Parce que c'est finalement la perception des choses qui compte. Hein. Si vous avez vu ce film, je ne sais plus comment c'était, avec Antonio Benigni, je crois, l'acteur, où il traverse, on va dire, l'Italie avec les nazis et puis avec un gamin, et il préserve finalement son gamin en lui faisant croire que c'est un grand jeu, alors que lui-même risque sa vie, etc. Et le gamin, il évolue là-dedans, alors que tout est évidemment risqué. D'ailleurs, son père finit par se faire fusiller, hein. Mais lui croit qu'il est dans un grand jeu. Donc pourquoi? Parce que son père a réussi à maîtriser sa perception en fait de l'environnement, tout simplement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de nos vies. Aujourd'hui, on a un pouvoir central qui manipule nos perceptions. Hein. Attention, on va tous mourir, voilà. Mais lorsque vous regardez et que vous faites l'expérience vous-même de la réalité, vous vous apercevez que, non, pendant le Coco Circus, vous n'enjambiez pas les cadavres dans la rue, hein, comme au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Quand vous vous promenez gare du Nord à Paris, c'est pas vraiment, on va dire, la France d'Amélie Poulain des années 50. Voilà. Alors, donc à côté de ça, vous avez entre guillemets des médias et un discours officiel qui vous met dans une forme de bulle d'illusion qui dépasse le cadre de la réalité, tout simplement. Alors évidemment, quand on joue sur les sentiments et les émotions, c'est plus facile. Hein. Sentiments de peur, de désir, etc. On arrive plus facilement à emmener les gens dans un délire et à leur créer une matrice d'illusion. Voilà. Mais à la base, on fonctionne comme ça, il faut le savoir. Donc, l'idée de la visualisation va encore plus loin parce que en sciences cognitives, on s'est aperçu que le cerveau ne fait finalement pas la différence entre un événement réellement vécu et un événement qu'il aurait construit de toutes pièces, mais véritablement bien construit. Hein. Il ne s'agit pas de se faire un petit scénario comme on regarderait un film à la télé. Il faut avoir la sensation vraiment de l'avoir vécu. Hein. Et donc, même les souvenirs peuvent être manipulés. Voilà. Alors donc, dans le sport, on va utiliser ces paramètres-là, tout simplement, pour permettre aux sportifs de créer le meilleur scénario possible pour anticiper la meilleure performance possible. Alors moi, je parle de virtualisation. Pourquoi? Parce que dans le terme visualisation, ça ne fait intervenir qu'un seul sens. Ça fait intervenir que la vision, tout simplement, et qu'il y a un côté un peu passif, comme si vous étiez face à un écran de télé. Alors que dans le terme virtualisation, l'idée c'est de faire intervenir tous les sens et les émotions. Ça, c'est super important pour pouvoir créer le meilleur scénario possible. Alors évidemment, ça s'applique dans le cadre du sport, mais pas seulement. Si j'ai parlé de Djokovic dans ma dernière vidéo, il le dit lui-même, il ressentait à travers toutes ses cellules ce futur dans lequel il serait le plus grand champion de tennis au monde. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ressentir à travers toutes ces cellules. Ça, il a virtualisé littéralement ce futur-là. Donc, par l'intermédiaire de chaque match, mais également un mode de vie, un objectif final de vie qui peut sembler très éloigné finalement du monde sportif. On dit, ok, bon, voilà, le mec est pilote automobile, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, il visualise sa course. Ensuite, il va en période de compétition sur le tarmac et puis il déroule son scénario, on peut comprendre ça. Mais alors, dans le cadre de se créer sa vie sur mesure, là, ça devient plus compliqué parce qu'on se dit, oui, mais ça fait quand même intervenir pas mal d'éléments extérieurs. Il y a la chance, il y a des zones de friction, etc. Certes, mais rappelez-vous encore une fois que, quelque part, notre univers est mental, tout part de la tête. Donc, si votre puissance mentale est suffisante, il n'y a pas de raison que à un moment donné, vous alliez dans cette direction. Alors évidemment,
Évidemment, il ne s'agit pas de se mettre sur un canapé et puis de virtualiser quelque chose qui reste quelque part très éthéré. Parce que si vous n'avez pas de retour, il faut faire un retour perpétuel entre ce que vous visualisez, ce que vous virtualisez, et les informations concrètes liées à la matière, liées à la confrontation avec la matière. Si demain vous décidez d'être pilote de course automobile et que vous visualisez une course, si vous n'avez jamais mis la main sur un volant de Formule 1, ni conduit une voiture, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais si vous faites des retours perpétuels, ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé tout le temps, et notamment dans le cadre de mon activité sportive, dans les arts martiaux, très clairement. Et c'est comme ça que j'ai décodé, par exemple, les techniques de combat qui sont contenues dans les katas de karaté, en visualisant les attaques, en virtualisant les attaques. Pourquoi ça fonctionnait ? Tout simplement parce que je sais ce que c'est que de donner, de frapper avec les poings, les mains, les jambes. Je sais ce que c'est que de recevoir des coups. J'ai la conscience fine de la perception d'un adversaire, rapide, lent, gros, petit. J'ai la conscience de sa densité musculaire. Je sais comment son corps va réagir quand je vais le percuter, etc., etc. Et ensuite, effectivement, je validais ces constructions mentales sur le terrain avec des partenaires. Donc en fait, ça s'enrichit. Les deux s'enrichissent mutuellement. Et ce qui m'amène et ce qui amène progressivement à constituer des scénarios de plus en plus crédibles, de plus en plus véritables, vrais, avec de la densité. C'est ce qui permet concrètement de réussir cet exercice. Parce que ce n'est pas un exercice qui est évidemment facile, très clairement. Mais c'est le secret, en fait, tout simplement. C'est de réussir à mettre en place un scénario idéal dans sa tête qui fait intervenir tous les sens. Donc ça fait quand même, voilà, mais vous voyez effectivement la scène se dérouler, mais vous êtes dans la scène. Vous avez conscience de la sensation de vos appuis, vous avez conscience de la force du partenaire en face, et vous faites intervenir également l'émotionnel, l'émotion. Comment vous vous sentez par rapport à un adversaire, grand, petit, qui a l'air, qui veut vous tuer, Voilà, donc vous faites des allers-retours perpétuels. Et donc, vous vous améliorez progressivement dans la virtualisation de vos objectifs. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas devenir et rêver de devenir milliardaire du jour au lendemain. Ça peut être un objectif, si c'est votre objectif long terme. Mais cet objectif long terme, il est structuré en objectifs intermédiaires et en micro-objectifs. Et sur ces micro-objectifs, vous allez pouvoir faire des allers-retours avec le concret et réajuster progressivement, au fur et à mesure, votre virtualisation. Voilà. Et dans cette virtualisation, ce qu'il faut, c'est effectivement être le plus positif possible. Alors attention, ça ne veut pas dire que les scénarios sont un peu cuicui les petits oiseaux. Voilà, moi je suis passé par des phases où je virtualise tous les scénarios possibles. Il y a des scénarios qui m'arrangent plus que d'autres, mais même ceux que j'ai pas envie, effectivement, d'expérimenter réellement, concrètement dans ma réalité quotidienne, je les virtualise également, parce que je veux être prêt. Voilà. Et dans tel cas de figure, je réagirai comme dans mon scénario, parce que je l'ai virtualisé à fond. Voilà. Donc si je subis, entre guillemets, le karma collectif, je suis prêt, effectivement, à agir en fonction de cette virtualisation que j'ai déjà menée avant. Maintenant, j'ai effectivement en priorité des scénarios où je gagne à 100%. C'est toujours mieux. Hein. Alors, on peut bien évidemment, extrapoler ce type de travail et aller vers la santé, par exemple. Hein. Vous avez des travaux, j'en ai parlé également dans Sanshin. Il y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Biologie des croyances, qui est un scientifique qui a travaillé là-dessus et qui s'aperçoit qu'on a des systèmes de guérison interne propres à chacun de nous, qui fait que le cerveau, le mental impliqué à 100% dans un processus de guérison a plus de chances d'aboutir. Voilà. Alors, on y croit pas, et c'est là où on rejoint un petit peu la spiritualité et ce qui nous est donné dans les religions, hein, c'est la foi, tout simplement. Il faut croire.
il faut plus vous croyez en ce processus de guérison, plus il a de chances de s'opérer. Mais encore une fois, on est dans la virtualisation et on fait intervenir évidemment le langage universel qui est l'émotion. Il ne s'agit pas de regarder passivement une scène sur un écran, vous êtes partie prenante, intégrante, de façon complète, eh bien, de la scène qui se joue. Hein, voilà. Et donc, il faut être impliqué complètement dedans. Alors, on sait très bien que l'effet placebo, par exemple, fonctionne. Pour 20 ou 30%, je crois, dans certaines guérisons. Voilà, vous demanderez à des soignants, ils vous le diront. On va filer à un type un Smarties en lui disant qu'il a un pouvoir de médicamentation très puissante, et puis l'autre il va y croire à 100%, et puis ça va faire effet sur lui, alors qu'il y avait que du chocolat dans le cachet. Voilà, c'est comme ça. Donc on est effectivement dans un contexte où on a un énorme pouvoir personnel. Un énorme pouvoir personnel. Il faut bien comprendre que nos marionnettistes utilisent ces outils. Ils utilisent ces outils, c'est clair. C'est-à-dire qu'en termes de manipulation, déjà pendant le Coco Circus, ce qui était avancé, moi c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à l'armée, quand on faisait les classes, c'est manipulation pour briser en fait. Des ordres contraires, vous presser à agir, faire des trucs absurdes. Et tout ça, c'est fait pour obtenir votre soumission. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, vous déconnectez votre cerveau, vous dites, ok, sinon je suis puni, je fais exactement ce qu'on me dit. Ah, tu veux que je m'assoie parce que le virus passe au-dessus, ok, je m'assois. Après, je me mets debout, une plume dans le cul, parce que ça marche, voilà. Donc, c'est de la manipulation. Donc, ça fonctionne. De la même façon que l'on vous crée cette matrice d'illusion grâce aux médias, grâce aux narratifs, parce que tout le troupeau de moutons répétant et bêlant les mêmes éléments de langage vous crée encore une fois dans une matrice d'illusion. Donc, le travail qu'on a à faire, nous, c'est effectivement, quand on a compris tout ça, quand on a compris comment ça fonctionnait, puis n'oubliez pas aussi également que les émotions négatives qui sont distillées tout le temps, on vous met sous pression, c'est pour vous empêcher, c'est pour vous extraire de votre réalité, pour vous amener dans cette réalité de merde, dans cette réalité illusoire où on fait ce que l'on veut de vous. Donc l'idée c'est ça, c'est de mettre une sorte de cocon pour se préserver de tout ça et de développer, de travailler soi-même une réalité, votre réalité la plus puissante possible. Encore une fois, c'est pas que mental, il faut faire des allers-retours permanents. Il faut déjà une énorme concentration, un pouvoir de concentration super important. Il faut être ancré entre guillemets dans le réel, c'est-à-dire que si vous voulez sentir un objet, sa masse, d'un point de vue virtuel, c'est quand même plus facile lorsque vous avez eu cette expérience dans le réel. Voilà. Donc il faut faire des allers-retours perpétuels, commencer petit pour ensuite développer des scénarios, on va dire, plus ambitieux. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut aussi, comme on est soumis au karma collectif, il faut envisager tous les scénarios. Voilà. Si vous êtes lancé, je ne sais pas, moi, dans une course-poursuite, si vous devez traverser un pays qui est verrouillé, cadenassé, parce que et que vous n'avez pas le choix que de le faire, peut-être que l'idée c'est de visualiser, de virtualiser un scénario où vous allez traverser le pays où vous ne serez pas emmerdé, ce qui m'est arrivé. Et aussi, il faut virtualiser un scénario où potentiellement vous pouvez être arrêté par une bande de guignols en uniforme qui vont dire non, tu fais demi-tour, machin. Et à ce moment-là, il faut que vous virtualisiez aussi votre réaction. Comment vous allez procéder, comment vous allez traiter le problème pour vous recaler dans votre réalité, dans votre virtualisation, pour que le scénario se passe du mieux possible. Voilà. Donc c'est personnellement un outil très puissant que j'utilise tout le temps et qu'on peut mettre au service de beaucoup de choses. La première des choses, c'est évidemment la santé, qu'elle soit mentale ou physique, donc à ne pas négliger, sentir cette force qui fait que on ne peut pas vous atteindre, et ensuite, mettre cette puissance de concentration dans des scénarios et dans des virtualisations qui servent à 100% votre idéal. Voilà. Et comme je le dis, c'est pas si facile que ça. Essayez vous-même de mettre en place ce genre de travail.
Et vous allez voir qu'il y a plein d'écueils parce que des fois, on n'a pas une concentration qui va être optimale. On n'aura pas fait suffisamment d'aller-retour avec avec le réel. Hein, donc, vous allez avoir une mauvaise virtualisation. Comme je le dis, si vous évaluez mal la forme de l'objet, sa masse, sa résistance, voilà. Et si vous n'ajoutez pas la dimension émotionnelle, ça va foirer. Hein. Imaginez-vous travailler des techniques de self-défense, travailler une technique de self-défense bidon, bidon. Dans le cadre de la salle d'entraînement, ok, ça marche toujours bien, vous la virtualisez, c'est bien, c'est cool. Le seul souci, c'est que quand vous êtes en situation de stress, vous tournez à 20%, vous avez l'effet tunnel, et puis vous ne savez pas sur qui vous tombez, vous gambergez à mort. Et pour le coup, il faut des techniques simples. Donc tous les trucs un peu alambiqués, ça passe plus du tout. Donc ça, vous devez le virtualiser aussi si vous êtes dans cette optique-là, pour être au plus près du concret et du réel. Donc voilà, on est sur des méthodes où il ne faut pas se raconter de conneries. Ça n'a rien à voir avec le fait de se mentir. Attention. L'idée, c'est de virtualiser des situations concrètes, réelles, qui peuvent vraiment se présenter et se produire. Voilà. Écoutez, j'ai essayé de faire un panorama assez rapide de la méthode. Vous retrouverez ça dans Sanshin, avec beaucoup d'autres choses. Mais c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Hein. Donc effectivement, on m'a dit oui, c'est une façon de se créer sa vie. Alors oui et non, parce que oui, vous avez quand vous constituez votre vie, vous êtes dans un projet, vous lui donnez vie quelque part. Mais on le systématise parce qu'on va vraiment beaucoup plus loin en fait. Beaucoup plus loin dans le sens où dans le milieu sportif, quand on a besoin de visualiser les choses et de les virtualiser, il faut être très précis. Très précis. Le pilote de Formule 1 qui doit effectivement réussir sa course du mieux possible, il a des angles à calculer, il a des opérations techniques à mettre en place au bon moment, en gérant ses émotions, etc. Comme un boxeur. Se dire je visualise une droite par exemple comme ça, c'est facile. Le problème c'est que face à un adversaire, on a le moindre angle qui va pas être négocié correctement, vous allez vous exposer à un contre. Si votre transfert de poids n'est pas bon, vous allez vous en prendre une. Vous voyez, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que c'est quelque chose de très précis. Hein. Mais si vous faites un petit retour sur vos vies, lorsque vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, regardez comment vous procédez, vous le visualisez déjà, vous le sentez, vous ressentez qu'il est en train de se mettre en place, qu'il prend vie et qu'il est déjà là finalement. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre, que l'on met en place naturellement, mais c'est quelque chose que l'on doit systématiser et que l'on peut étendre à beaucoup de domaines dans la vie et dans des environnements, et surtout comprendre que tout ça, c'est utilisé par nos marionnettistes aussi contre nous. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment reconnaître la puissance de cet outil. Hein, voilà. N'oubliez pas, on interagit avec le monde et avec les autres à travers nos sens, et que voilà, ces sens sont imparfaits parce que tout est reconstruit mentalement. Donc, la puissance du mental est primordiale. Comme je le disais avant que ma caméra se coupe de façon inopportune, la concentration, le pouvoir de concentration est vraiment au centre de l'équation. Donc si vous voulez faire un cadeau à vos mômes par exemple, favorisez leur pouvoir de concentration. Paradoxalement, on est dans un monde aujourd'hui où la plupart des gens zappent un maximum, ont un pouvoir de concentration qui se limite à 2 secondes 12. Et ça va évidemment, par rapport à tout l'exposé que je viens de faire, en contradiction avec leur intérêt personnel, qui est de pouvoir développer une force mentale suffisante pour se préserver, pour développer l'avenir, le meilleur qui puisse être pour eux-mêmes. Voilà. Et écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus.